Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour tout le monde. DMG, j'ai une histoire pas très longue à vous raconter. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur décédé dans un village. Et le monsieur est parti dans une grande ville de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, il a rencontré une dame. Il s'est mis en couple avec cette dame. Et chaque fois, la dame lui disait: je connais personne de ta famille, quand est-ce que tu vas me présenter quelqu'un de ta famille? Et le monsieur disait: un jour viendra où je vais te présenter à quelqu'un de ma famille. Et elle dit: écoute, tu dis rien, tu fais rien. Des années passent, tu dis rien, tu fais rien. Et j'espère que tu n'es pas un revenant. Il dit: non. De toute façon, un jour viendra où tu vas connaître, où je vais t'amener dans mon village, où je vais te présenter à quelqu'un de ma famille. Et la dame mettait la pression chaque fois à son mari. Ils ont eu des enfants. Et un jour, elle lui a dit: bon, écoute, tu prends le car, tu vas dans tel village et arriver dans tel, je ne vais pas citer le nom du village, arrivé là, tu demandes le nom de telle famille, tel monsieur, ils vont te conduire. La dame a dit ok. La dame est partie dans le village. Et quand elle est arrivée, elle a demandé aux gens. Il avait déjà tout indiqué, hein, où prendre le car, comment aller, il avait déjà tout planifié en disant qu'il avait d'autres choses à faire, que lui ne peut pas l'accompagner, que c'est à son retour la prochaine fois qu'ils vont y aller. Donc du coup, la dame, elle est partie, elle est arrivée, elle a demandé. Et on a conduit la dame dans la cour du monsieur. Quand elle est arrivée, elle a salué tout et tout. Et on lui a demandé des nouvelles, et elle a donné les nouvelles. Et après, elle a dit: tiens, je suis la femme d'un tel. Et depuis, on a des enfants. À chaque fois, je lui demande parce que je connais personne. Je connais pas sa famille, j'en ai des enfants, et puis je connais pas quelqu'un de sa famille. Et là, il a décidé de me faire venir là, et que à ce moment, il est un peu occupé, que ça sera la prochaine fois que nous deux on allait se présenter ici. Et du coup, là, le chef de la famille dit à la femme: écoute, oui, c'est notre enfant. Il est parti il y a très longtemps, ça fait 7 ans. Mais avant d'aller, on a eu un grave problème ici. Et que il est dit quand tu vas rentrer, dis à notre fils que le problème a été réglé et qu'il peut rentrer à la maison. Que tout ce qui s'est passé, on a tout laissé tomber et tout est fini, il peut rentrer. Donc, la dame a dormi et puis le lendemain, elle est partie. Maintenant, bon, la suite, on ne sait pas. Maintenant, il ne sait pas si aussi je raconte bien l'histoire, mais en tout cas, la dame, elle n'a pas su que son mari est décédé. Et le monsieur non plus, il n'est pas revenu dans le village. Donc, c'est ça l'histoire, et j'espère que je l'ai bien raconté. Je l'ai bien raconté. Donc, voilà. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Salut DMJ, c'est Sagesse de Paul. Je tiens à vous raconter une histoire mystique que j'ai intitulée Confession d'une sorcière. Cette histoire se déroule dans la région de la Damawa au Cameroun.
C'est l'histoire d'une femme comme quoi on avait jeté un mauvais sort venant de son village, où elle devait se mettre en couple avec les hommes, mais sans jamais se marier. C'est alors qu'au fil du temps, cette femme-là a eu 6 enfants issus des différentes relations qu'elle avait avec les hommes, sans jamais toutefois se marier. Un jour, elle a d'abord décidé, premièrement, d'arrêter de donner naissance dans le cas où l'homme avec qui elle devait le prochain homme avec qui elle devait se mettre en couple ne lui parlait pas de mariage. Mais au fil du temps, elle a pris de l'âge, elle a même décidé alors, elle a même fait le serment de complètement abandonner cette vie de couple avec les hommes qui ne lui demandaient jamais un mariage là, au détriment de se concentrer uniquement à l'éducation et à la nutrition de ses enfants. C'est alors qu'à l'époque, comme elle était financièrement instable, elle a fait appel à son grand frère qui était marié et dont la vie était quand même aisée chez lui, de prendre ses enfants, le temps pour elle de retrouver une stabilité financière. C'est ainsi que sa belle-sœur et son grand frère ont pris donc les enfants pour aller vivre dans leur foyer. Mais au fur et à mesure, de temps en temps, elle partait rendre visite aux enfants. Elle se rendait compte que les enfants n'étaient pas bien traités, quoi. Je tiens d'abord à conseiller les uns et les autres ici que quand vous envoyez vos enfants chez les gens ou quand vous-même vous allez vivre chez les gens, contentez-vous des peu de privilèges qu'ils vous donnent et des grâces qu'ils vous font, sans jamais toutefois mettre le cœur sur ce qu'ils font à leurs enfants. Parce que nul ne peut mieux garder ses enfants que soi-même. Et nul ne peut abandonner de garder ses enfants ou d'entretenir ses enfants mieux que les enfants qui viennent ailleurs. Donc, contentez-vous du peu que les gens de la maison vous font grâce et enlevez le cœur et les yeux sur ce qu'ils font à leurs enfants ou à leurs gens dans leur maison. C'était donc le petit conseil qui était à passer avant de continuer. Donc, la mère, alors, après les nombreuses visites, qu'elle voyait que ses enfants n'étaient pas du tout bien traités, elle a donc décidé que malgré son instabilité financière, elle va récupérer ses enfants pour amener à la maison où elle était en location. Elle a donc pris ses enfants, elle les a ramenés et c'était comme si on avait multiplié la malédiction fois 1000. Donc ça veut dire qu'elle est quittée du point 1 au point misérable, de telle sorte qu'elle n'arrivait plus à nourrir ses enfants, elle n'arrivait plus à les envoyer à l'école, puis encore elle n'arrivait plus à gérer le problème de santé, jusqu'à ce que les plus grands ont dû abandonner l'école pour commencer à se chercher des petits boulots, des trucs à faire, afin de subvenir aux besoins de leur maman qui souffrait énormément à cette époque-là. Et les enfants qui sont revenus de chez sa belle-sœur étaient devenus autre chose, puisque quand ils partaient, ils avaient quand même ils étaient intelligents à l'école. Donc quand on parvenait à les mettre à l'école, on s'était rendu compte que les enfants, c'était comme si on avait mangé leur cerveau, d'où ils venaient là. Et de telle sorte que quand tu demandes à un enfant, peut-être 1 plus 1 est égal à combien, il peut te répondre 1. Tu peux dire qu'il est en train de blaguer, et pourtant il est sérieux, donc ça n'allait plus. Ils étaient instables mentalement, donc ça n'allait plus. Et ce qui s'était passé, c'est que dans le foyer où leur mère les avait envoyés, il y avait la mère de sa belle-sœur en question, donc sa belle-mère, qui venait là de temps en temps prendre les enfants pour les amener au champ, aller faire des travaux champêtres et autre chose, et au détriment des enfants de la maison, même que ils étaient là comme des petits princes. Eux, ils avaient là trouvé la main d'œuvre, eux, ils ne travaillaient même presque plus dans leur propre maison. C'est alors qu'au fil du temps, cette maman-là, elle a commencé à beaucoup prier avec ses enfants. Beaucoup prier comme quoi elle demandait à Dieu que si c'est la vie de misère que Dieu a prévue pour eux sur la terre, que sa volonté soit faite. Mais si c'est que c'est la main de quelqu'un qui est en train de les nuire comme ça, que Dieu fasse le retour à l'envoyeur pour qu'elle retrouve les privilèges que Dieu avait réservés pour eux dans la vie sur cette terre.
C'est alors que, quelques temps après, dont sa belle-mère, dont la mère de sa belle-sœur est tombée gravement malade, puisque c'était aussi d'ailleurs quand même une bonne vieille, elle était âgée. Elle est tombée gravement malade. Elle allait donc en passer, c'est où elle a donc commencé à se confesser sur son lit de mort que c'était elle qui avait pris les chances et les étoiles de la maman de ses enfants pour le transférer à sa fille et à ses petits-fils. Elle s'est donc ainsi confessée sur tout le mal qu'elle a fait durant sa vie et surtout sur cette pauvre famille-là. Et dès qu'elle a fini la confession, elle a demandé les excuses qu'on lui pardonne et elle s'en est allée. Bon, la famille reste la famille. Les gens, les uns et les autres, étaient tellement choqués. Mais cette famille est vraiment à féliciter parce qu'ils ne se sont pas séparés, il n'y a pas eu de conflit. Ils ont continué à mener leur vie tranquillement puisque ce n'est ni l'un ni l'autre qui avait demandé à la vieille femme en question de faire ce qu'elle a fait avant de mourir, vu qu'on a compris qu'elle était une grande sorcière. La maman et ses enfants, donc, la femme et ses enfants, donc, ont continué à prier, ont continué vraiment à prier pour que les privilèges les soient rendus. Comme ils avaient déjà compris, ils avaient déjà appris que ce n'était pas, donc c'était la main de quelqu'un qui les était en train de les nuire mystiquement et non la volonté de Dieu. Ils ont donc demandé à Dieu dans les prières que Dieu puisse les rendre ce qu'il avait prévu pour eux sur cette terre. C'est comme ça que, au fil du temps, ces enfants sont devenus des grandes personnalités dans ce Cameroun et ils ont même construit une maison. Et voilà, donc j'exhorte donc les uns et les autres à prier Dieu, à toujours prier, où que vous vous trouvez, quoi que vous fassiez, comme je dis toujours tantôt. Et quand vous envoyez vos enfants quelque part, je reviens encore sur ça, ou vous allez vivre quelque part, contentez-vous des privilèges que l'on vous fait. N'essayez pas d'ouvrir les yeux ou de mettre le cœur sur les privilèges que les gens de la maison se font entre eux. C'était donc l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG aujourd'hui. C'était Sagesse d'Épaule au Cameroun depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la grande famille du DMG. Comme promis, je viens vous raconter mon histoire. Je suis une jeune Gabonaise. Je vis dans une ville du Gabon, je vais taire le nom. Quand j'avais l'âge de 16 ans, déjà je vivais avec mon grand frère et ses autres frères et sœurs. En fait, quand je dis ses autres frères et sœurs, c'est que mon grand frère et moi, nous sommes juste de même mère. Et il avait d'autres frères de même père. Donc, je vivais avec mon grand frère. Et il est arrivé à une année où j'avais l'âge de 16 ans. 16-17 ans. Je devais être en classe de seconde première. Et il est arrivé la période des grandes vacances. Et nous sommes partis passer des vacances dans le village du père de mon grand frère. Un village du Gabon, bien évidemment. Quand nous arrivons, nous passons bien les vacances, tout se passe bien, normalement, jusqu'à cette nuit où je rêve. Je fais un rêve où je suis vraiment, si je peux dire, dans le néant. Je peux dire, je suis dans le néant. Et là, vraiment, dans le néant, je ne vois rien. Vraiment rien, tout est blanc autour de moi. Et là, après, je me retrouve, soudain, dans une forêt. Je commence à marcher. Il y a un monsieur à mes côtés. Je marche
Bon, nous marchons ensemble. On marche, on marche, on marche, on marche. On arrive dans une savane. On continue de marcher, de marcher, de marcher. On traverse la savane. On traverse encore une autre forêt. On traverse la forêt. On arrive au bord de la mer. DMG. J'ai marché sur l'eau comme Jésus a marché sur l'eau dans mon rêve. J'ai traversé la mer avec ce monsieur sur de l'eau en marchant comme Jésus a marché sur l'eau. Après, on se retrouve encore de l'autre côté de la mer dans une forêt. On a traversé encore cette forêt. On se retrouvait encore dans une savane. On a encore traversé cette savane et on s'est enfin retrouvé dans une autre forêt. Vraiment une forêt. Mais si je peux dire, personne n'est encore arrivé là-bas, mais c'était une forêt vraiment toute... Non. Trop d'arbres, trop de... En fait, la description... Je ne peux même pas décrire cette forêt, mais cette forêt donnait l'impression que personne n'y était encore arrivé. Donc, je récapitule. Je me suis retrouvée dans le néant. Après ce néant, je me suis retrouvée dans une forêt. On a traversé une forêt, on a traversé une savane, on a encore traversé une forêt. On s'est retrouvé à la mer. On a traversé la mer. On a encore traversé une forêt. On a encore traversé une savane et on s'est retrouvé dans une forêt. Et là, le monsieur a commencé à déterrer des personnes. Il commence vraiment à déterrer des personnes, hein, à creuser. Il commence à creuser, à creuser, à creuser. Il déterre mon papa. À cette époque, mon papa, qui m'a mise au monde, n'était pas encore décédé. Il déterre mon papa. Il déterre ma maman, qui est encore vivante à ce jour. Il déterre ma grande sœur, qui était déjà décédée. Il déterre... Ouais, il déterre ces 3 personnes. Je crois que c'était ça, oui. Il y a ma grande sœur, ma maman et mon papa. Je rappelle bien qu'à cette époque, mon papa n'était pas mort. Il était vivant. Seule ma grande sœur était décédée. Ma maman est encore vivante à ce jour. Donc, il déterre ces 3 personnes. Ces 3 personnes sortent de terre. Je commence à me poser des questions. Je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Le monsieur dessine un triangle sur la terre, sur terre. Il dessine un triangle. Il met ces 3 personnes que j'ai citées dans chaque extrémité du triangle. Et au milieu, il fait, je sais pas, un cercle. En tout cas, des trucs bizarres, je sais pas. Et là, à ce moment, une femme sort, ou du moins descend comme du ciel, comme venue du ciel. Elle descend, vraiment une femme habillée tout en blanc. Habillée tout en blanc. La lumière qu'elle dégageait, tu ne pouvais pas la regarder dans les yeux. Vraiment impossible de la regarder parce que cette lumière-là éblouissait. Et là, le monsieur a pris une feuille. Il a donné à mon papa. Mon papa a signé. Il a donné à ma maman. Ma maman a signé. Il a donné à ma grande sœur. Ma grande sœur a signé. Et là, il me tend la feuille. Il m'ordonne de signer. Signe! Je dis, mais je ne peux pas signer. C'est quoi? Un contrat? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas signer quelque chose que je n'ai pas lu, dont je ne connais pas le contenu. Et je me mets juste à signer. Et là, il me gronde, TMG.
il se met vraiment dans un état de colère. Il commence à me taper le stylo qu'il tenait en main sur ma tête. Il commence à me taper le stylo qu'il tenait en main sur ma tête en m'ordonnant de signer. Je te dis de signer. Pourquoi tu es têtu comme ça? Je te dis de signer. Signe. Tu ne vois pas. Ta mère a signé, ton père a signé, ta grande soeur même a signé. Mais je me posais la question, mais pourquoi il a déterré ma mère qui est vivante? Mon père est vivant. C'est vrai, ma grande soeur est décédée. Je lui dis, mais c'est quoi vous me demandez de signer là? Je ne signe pas. Donc je boudais tout. Et après, dans la prière, je commence à invoquer le nom de Jésus. Seigneur, sauve-moi de cette situation. Pourquoi? Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens me sauver. Et tout. Nom de Jésus, nom de Jésus. Et tout, et tout. À ce moment, je me réveille. Mes DMG. Quand je me réveille de mon sommeil, vous savez, au village, c'est vrai, souvent, quelquefois, on avait des... c'est vrai, aujourd'hui, actuellement, on a maintenant des groupes, on a maintenant de l'électricité dans tous les villages. À cette époque, on n'avait pas d'électricité, donc on avait le groupe. Donc, à un moment donné de la soirée, on allumait le groupe à partir de 18h jusqu'à un moment donné, 20h, 21h. Et là, on mettait les lampes tempêtes. Donc, à ce moment, DMG, quand je me réveille de mon sommeil du lit, déjà dans le rêve d'abord, quand il me cogne, il me tape et tout, je me retourne donc, je fais comme si, en fait, j'avais tapé la main sur, euh, sur un caillou. Et là, je me réveille. Quand je me réveille, j'ai la main sur ma soeur, ou du moins ma demi-sœur. Non, c'est même pas ma demi-sœur, parce que c'est la sœur de mon frère. La sœur de mon frère. Donc, bon, ma sœur par alliance. Je tape ma main sur elle. Et là, elle est endormie, mais d'un sommeil total, en fait. Elle ne bouge pas. Et quand je me réveille, j'ai des maux de tête. J'ai mal à la tête. Je me dis, merde, dans quoi je me trouve là? Je vois, la lampe tempête est éteinte. Pourtant, il y avait bien la mèche là. Vous savez bien les lampes Luciole là. La mèche est bien là. Il y avait encore du pétrole, donc je me suis levée du lit. Je bousculais la lampe. Il y avait encore du pétrole. Je me suis mise à chercher la boîte d'allumettes de rallumer la lampe. Mais j'avais mal à la tête. C'était comme réel, DMG. C'était vraiment comme réel. Et là, les maux de tête, ça cognait vraiment comme quand il me cognait le stylo dans le rêve ou sur la tête. Et là, je me suis dit, ouais, là, on a voulu m'amener. Mais là, on a voulu m'amener dans un truc que je ne maîtrise pas. Et là, le lendemain matin, je ne voulais plus rester là-bas. Vraiment, je ne voulais plus rester là-bas. J'ai appelé ma mère et je suis partie chez ma mère. La morale de l'histoire, c'est en fait, ce que je voudrais dire, c'est de beaucoup prier, ne jamais prier sans dormir. Ne jamais dormir sans prier et vraiment avoir le discernement. Le discernement même c'est en priant même avant de dormir, avant toute chose, quand on aura la vie sauve. Parce que imaginez-vous si je ne connaissais pas, à cette époque, si je ne connaissais pas Jésus, là, je n'aurais jamais eu ce discernement dans ce rêve, je ne me serais jamais posé ces questions-là. Pourquoi si, pourquoi ça? Et aussi, quand vous allez chez les gens, vraiment, il faut vraiment ne pas donner complètement le corps.
vraiment ne pas donner complètement le corps. Parce que là, je suis sûre que c'était un appel à la sorcellerie, un appel aux choses occultes, vraiment, auxquelles j'avais échappé. Et je remercie vraiment mon Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas ces pratiques-là. Et là, je crois que j'avais vraiment échappé grâce à la prière, grâce à mon discernement. Voilà mon histoire. Je vous suis depuis un peu plus de 3-4 mois. Je trouve les histoires toutes intéressantes et merci pour le travail que vous faites. Vraiment merci parce que ça permet d'édifier, ça permet de réveiller les consciences, ça permet de rendre responsables dans nos actes. Merci, merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bon, ça c'était ma première histoire. Comme la plateforme est une plateforme des histoires qui peut peut-être servir de leçon à quelqu'un, je vais raconter une seconde histoire. Peut-être ça va encore servir de leçon, je crois. Bon, il y avait un jour, j'étais rentrée au village. Maintenant, je rentre au village, il y a ma tante non loin de là qui m'invite chez elle, peut-être à 500 de l'endroit où j'étais. Je suis partie au petit village, là j'étais avec mes cousins, mes cousines. Il y avait l'une de mes cousines, parce que dans cette ville-là, il y a l'aéroport à côté. Il y avait l'une de mes cousines là qui travaillait à l'aéroport, avec qui on s'entendait beaucoup. Personne n'avait le même bien décidé. Donc, elle était autonome. Donc, moi, je faisais encore rien à la vie, donc je me cherchais. Ce temps-là, elle était autonome. Donc, ce qui fait que je perdais mon temps comme ça, en attendant de trouver quelque chose à faire et tout ça. Donc, elle avait les gars. Elle avait les gars et tout ça, différents gars. Un jour, elle rentre du travail, elle ramène un groupe d'amis. C'était les gars de la Sonnelle. Donc, les gars qui voyagent souvent aller planter les poteaux dans d'autres villes. Donc, c'était les gars de la Sonnelle. Maintenant, elle rentre avec eux un jour. Elle me dit que lave-toi vite, tu t'habilles, on sort, on va aller boire. J'ai dit que ok, comme je ne faisais rien, j'ai dit ok, je me lave, je m'habille vite, on sort avec eux. On a passé la soirée, tout était bien, on s'est présenté, tout ça. Pendant qu'on causait, ce monsieur était géant, costaud. Il portait toujours des grosses chaussures sur ses pieds. Il portait des grosses chaussures, il avait des grosses mains. Il était trop géant. Il m'avait l'air un peu bizarre. Mais le monsieur s'intéressait et c'était lui qui draguait ma cousine. Et il s'intéressait beaucoup à moi parce qu'il prêtait toujours attention à ce que je disais. Il me regardait beaucoup, la façon dont je souriais, mes faits et gestes. Il était très attentif à mon égard. Donc, il me regardait trop. Il était peut-être passionné de moi, je ne sais pas. Et il m'inspirait quelque chose de pas normal. Bon, bref, je dis que ce sont ses connaissances. Moi, pour moi, et quoi dedans? Je reste, je bois ma chose. Dès qu'on finit, on rentre. C'est là alors que il me disait toujours, et quand on blaguait dans les discussions, il me disait toujours que vraiment, tu es très belle et ta beauté n'est pas seulement extérieure, mais tu as une beauté intérieure. Tu as un petit truc là en toi, toi-même tu ne connais pas. Je dis que j'ai un truc là en moi, il y a quoi? J'ai quoi en moi? Je dis que laisse, tu ne peux pas voir ça parce que tu n'as pas les yeux pour voir. Quand il me dit ça, il dit dans mon cœur que, n'est-ce pas que j'ai dit tout à l'heure dans mes pensées que le gars, s'il n'est pas simple, que moi, je ne peux pas voir que j'ai quelque chose à moi, comment?
Il était toujours en train de dire ça, en train de dire ça. On a passé la soirée, on est rentré très bien, sans aucun souci. Alors, il demandait donc mon numéro à ma soeur. Le lendemain, ma soeur rentre. Il me dit que, mais mon ami a demandé ton numéro, mais moi, je ne lui ai pas donné. On ne donne pas le numéro des gens comme ça. Qu'est-ce qui se passe entre toi et lui? Moi et lui, n'est-ce pas qu'on a passé la soirée là? Est-ce que quelque chose s'est passé entre nous? Il dit que, peut-être c'est comme s'il est trop intéressé par toi. Et s'il est trop intéressé par toi, moi, c'est un gars même des buvets, tu es intéressé. N'est-ce pas que tu acceptes et tu manges son argent? Je dis que est-ce qu'on mange l'argent des gens comme ça? Depuis que tu m'as vu ici, tu m'as vu avec quelqu'un. Pardon, moi, je ne veux pas les situations bizarres. Je suis bien comme je suis et les parents encore prennent bien soin de moi en attendant que je trouve quelque chose. Moi, je n'ai pas besoin, même pas d'abord le moment pour moi. Il faut d'abord que je sois autonome avant de dire que je vais chercher une amitié solide ou quoi. Tu sais ce que moi, je me méfie beaucoup des gens. Elle me dit que ok. Ok, ça c'est votre problème, c'est entre nous parce qu'il n'y a rien entre nous. Elle dit ok. Quand elle m'a dit ça, j'étais d'abord un genre. Et quand il partait toujours, parce que ma tante dans cette ville-là, elle avait un petit restaurant. Quand il partait dans le petit restaurant, il me demandait toujours. Et quand je venais, et sentait. Et quand je retournais, quand je venais là-bas au restaurant, ma tante me dit que merde, tel monsieur l'a demandé après toi peut-être 4 ou 5 fois. Et commençait à dire, aïe, monsieur, s'il veut quoi derrière moi, 4 ou 5 fois. Tu me cherches, il veut même quoi derrière moi. J'ai commencé à avoir peur de lui. Donc, à chaque fois qu'elle rentrait, elle disait que lave-toi vite, on part. Je dis qu'on part où? On part retrouver les gars de l'autre jour, là, on va aller boire, on va aller manger. Je lui ai dit que non, moi je ne pars pas. Je ne veux pas, je ne pars pas. Elle me dit que ouais, tu ne veux pas aller te distraire. Tu as passé toute la journée ici quand je n'étais pas là. Bon, demain, on va aller à l'aéroport ensemble. On va partir une fois avec eux. Je suis là, non. Tu as peur de quoi? Je dis que non, moi je ne veux pas. Tes gars là sont trop bizarres. Entends ça comme ça, moi je ne veux pas. Mon esprit ne me convient pas de partir avec vous. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle s'habille, elle sort. Quand elle arrive là-bas, le gars demande toujours après moi. Il était le seul parmi leur groupe à demander après moi. Le gars demande toujours après moi. Elle revient toujours me dire. Il dit que ça c'est son problème là-bas. Il ne lui donne pas mon numéro. Elle dit que ok, je ne peux pas lui donner ton numéro. Je lui ai dit que tu n'as pas de téléphone, mais il dit toujours que il te voit toujours un téléphone en main. Je lui dis toujours que c'est au téléphone de la mater. Il a même demandé au numéro là pour qu'il puisse t'appeler là-bas. Il dit qu'il veut causer avec toi par rapport à quelque chose. Et je dis que non, moi je ne veux pas. Ne lui donne pas mon numéro. Donc, bref, le monsieur demandait toujours bizarrement après moi. Je comprenais rien. Après ça, un soir, je me suis lavée tellement que tout le monde était parti au restaurant là parce que c'est là-bas qu'on passait souvent la soirée, on perdait le temps comme ça et tout ça. Comme c'est une ville un peu une ville où il y a beaucoup de militaires, une ville où il y a beaucoup de voyageurs qui s'arrêtent parfois pour manger et tout ça là. Donc on perdait le temps jusqu'à 22h, 23h, on rentrait. C'est comme ça que un soir, tout le monde était parti là-bas. Et comme je me sentais seule, il n'y avait pas la lumière ce jour-là. Je me suis habillée, me suis lavée pour partir. Je suis partie, j'ai rencontré le gars là-bas au restaurant. Il m'a dit que toi tu ne manges pas. Je lui ai dit que non, moi j'ai à manger parce que j'avais faim le jour-là. Parce que les filles là n'avaient pas préparé à la maison. Comme j'étais encore étrangère, je ne pourrais pas toucher leur truc puisque je ne sais pas à qui appartient quoi. Parce que chacun achetait ses choses là-bas pour concocter. Donc les filles de ma tante là elles étaient trop autonomes. Donc chacun avait son petit business, faisait ses propres choses. Elles achetaient les nourritures qu'elles voulaient préparer. Et celle de l'aéroport là, elle ne perdait pas son temps à préparer. Elle partait toujours manger dehors ou au restaurant de ma tante. Donc j'étais même venue là-bas dans l'intention de partir aussi manger là-bas. Puisque quand on ne prépare pas, on a droit à un plat au restaurant, c'est comme ça. Surtout quand tu es étranger. Je suis partie, du coup, dès qu'elle arrive, je trouve le monsieur. Il me dit que tu ne manges pas. Je dis que non, moi je ne mange pas, je n'ai pas moi faim. Et à manger. Pourtant, mes intestins étaient en train de garrouiller. Mais j'ai refusé.
Après, il insiste toujours. Je dis que non, ça va. Je me lève moi-même, je n'ai pas servi le thé parce que ma tante servi le thé. Je mange avec quelques beignets là parce que j'avais vraiment faim. Est-ce que tu préfères manger le thé et le beignet que de manger la nourriture? Moi, je vais te payer un plat de nourriture. Je dis que non, que je ne pas. Je bois le thé et le beignet parce que je veux boire, c'est tout. C'est pas parce que j'ai faim. C'est parce que je veux juste boire. C'est quelque chose que je veux comme ça. Et je dis que, ah, ok. Il introduit les causeries. Quand il me cause, j'étais même pas trop par rapport à lui. Il me cause. J'étais pas trop par rapport à lui. Il a senti ça. Il a attendu net. J'étais fatiguée, je baillais. Ma tante me dit que, mais rentre te coucher, non. Il y avait même tes soeurs qui étaient venues ici avant toi. Elles sont rentrées à la maison. Tu vas les trouver. Rentre te coucher. J'ai dit que, ok, comme je suis fatiguée, je vais rentrer me coucher. C'est comme ça que dès que je me lève, le gars dit que attends, je t'accompagne, mon cœur fait bim. Et que tu m'accompagnes. N'est-ce pas que tu es ici, tu attends ta personne, pardon. M'accompagne pas, moi je connais la route, je vais rentrer seule. Il dit que non, lui-même il était en train de rentrer. On chemine alors un peu, il va couper la route et rentre chez lui. Ah, j'avais peur, mais je ne voulais pas un peu le refouler brutalement comme ça et puis devant la tante pour qu'elle puisse penser peut-être qu'il y a quelque chose. Donc, je me retenais un peu de lui dire que je ne veux pas. Et puis, j'avais peur. Et comme ça, il me dit que non. Il insiste, il dit qu'il va m'accompagner. Comme il s'était levé, je me suis vite levée, j'ai avancé. Le gars a vite marché, pam, 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 pour venir me retrouver. Il était 23 heures passées ce jour-là, presque minuit. Et comme la route est un peu loin, parce que le restaurant est en bordure de route et la maison est un peu loin, bien au fond du quartier. C'est comme ça qu'il insiste à m'accompagner. C'est comme ça que quand on marche, j'entends croc, croc, un peu comme les sabots. Je dis, les bruits des sabots s'y viennent d'où? Est-ce que les bœufs ou les trucs, les animaux marchent la nuit? Je me retourne, je vois un peu par derrière, je ne vois rien. Mais quand on marche, j'entends les bruits du sabot. Croc, croc, croc. Il me racontait une histoire, là, j'étais même pas avec lui. Après, maintenant, quelque chose me parle dans la tête, quelque chose me dit qu'est un peu à côté, comment le bruit là vient un peu vers chez lui là. Je guette un peu à côté, dès que je baisse ma tête, je vois les pieds. Maman, je jure devant mon Dieu, c'était les sabots. Les sabots, donc il avait les sabots jusqu'à un certain niveau là. Donc il avait le pantalon, il avait la chaussure au restaurant, mais tout ça s'est transformé en sabots. En bas, c'était les sabots et en haut, c'est l'homme. Comme on voit dans les films là, moi j'ai vu ça, je jure au nom de Dieu. Quand j'ai vu ça, mon cœur s'est coupé. J'ai voulu fuir, j'ai voulu crier. Mais je me rappelle quand on nous racontait les histoires au village, on nous dit que quand tu vois quelque chose comme ça, ne crie pas, ne fuis pas. Parce que si tu cries, tu fuis. Soit il va te tuer, soit tu vas devenir fou. Donc j'avais vraiment peur jusqu'à je tremble et je tremblais. J'avais les tremblotes, mais je faisais semblant de ne pas avoir peur. C'est là qu'il commence à me dire qu'il y a quoi. Je ne voulais même plus regarder encore par tête tellement j'avais peur. Il me dit qu'il y a quoi. Je dis que non, il n'y a rien. Il me dit que ah, c'est comme si tu as peur. Hein. Tu as peur de quoi? Donc, il parlait déjà bizarrement, genre, la peur montait, maman, et il n'y avait personne en route. Il n'y avait personne en route. Je dis que non, moi, je n'ai pas peur. Je l'évitais, j'évitais même de le regarder. Il me dit, regarde-moi, regarde-moi. Je dis que non. Chez nous, on dit qu'on ne doit pas regarder les grandes personnes dans les yeux. Non, je ne peux pas te regarder. C'est un signe de respect chez nous. Il me dit que, ah, ok. Mais c'est comme si tu as peur de moi. Moi, je te racontais l'histoire là. Tu as bien écouté mon histoire. Je dis que tu racontais même quoi. Je suis un peu perdue dans mes pensées là. Comme j'avais déposé mes dossiers quelque part. Jusque là, je suis en train de tourner comme ça. À la maison, ça ne me plaît pas. Il dit que mais je peux te trouver le travail si tu veux. Mais sauf si tu n'as pas peur de moi. Si tu as peur de moi, ça ne peut pas marcher.
Et je dis que quel travail? Et je dis que, si tu acceptes d'abord, dès que tu acceptes, tu vas voir le travail qu'il va te donner. J'ai commencé à avoir peur, franchement peur que je pouvais seulement pisser sur moi. Si j'avais envie d'uriner, non. J'urinais là, je ne vous mens pas. J'avais peur, même marcher là. Et il avait remarqué ça. Mais je faisais mine de ne pas avoir peur. Après, même quand je parlais, même, tu sentais les tremblements dans ma voix et tout ça. Après, il me dit que, moi, je peux te trouver le travail et tout ça. Je lui ai dit que, ok, on verra. Demain, on va causer demain. Comme on est en train de marcher, on marche doucement. Marche un peu vite, j'ai vraiment, vraiment sommeil. Je peux tomber comme ça et m'endormir. Il me dit que, ok, marchons alors vite. J'entends toujours les bruits de sabots. Il y avait souvent une maison là qui était fort éclairée en ce moment. Et la maison là est à côté d'une petite clinique. Donc, je lui ai demandé de passer. J'ai pris le risque de passer vers le raccourci. Parce que si on prenait la grande route encore, on devait encore plus tarder. Et j'avais l'air trop peur. Je lui ai dit que passons un peu vers où il y a la lumière là. Il me dit que ok, passons là-bas. Mais pourquoi tu veux passer où il y a la lumière? Je lui ai dit que non, je veux seulement passer là-bas pour vite arriver. C'est le raccourci. Je lui ai dit que ok, allons-y. On part. Après un moment, on va arriver vers la lumière. Le gars attrape ma main comme ça. Il attrape ma main et comme il avait les grosses mains, il attrape ma main. Je dis, aïe, ma part est arrivée aujourd'hui. Oh, peut-être c'est mon jour. Après maintenant, quand il arrête ma main, il dit que pourquoi tu arrêtes ma main comme ça? Il dit que non, je veux te parler. Depuis là, tu me regardes pas dans les yeux. Je dis que ouais, laisse-moi d'abord. Même si tu veux que je te laisse-moi d'abord, non. Avançons parce que j'ai sommeil. Si tu veux me parler, parle-moi demain. Tu peux pas me parler maintenant. Laisse alors ma main. Ouais, tonton, laisse alors ma main. Il dit que toi, tu m'appelles ton tonton là. Depuis là, je suis ton oncle. Est-ce que je suis ton oncle? Tu vois qu'il ressemble à ton oncle. Je l'évitais du regard, franchement, le jour-là. Parce que j'avais peur de découvrir encore quelque chose de pas normal sur lui. Il n'y avait que sa main qui était posée sur ma main là, que je regardais, mais légèrement, je ne voulais même plus baisser mon visage à terre pour regarder ses pieds de sabot là. C'est comme ça que je lui dis, je prie, et je priais en même temps dans mon cœur, je priais dans mon cœur. Il dit que, ok, quand je priais, c'est comme si ça l'influençait. Après, il m'a lâché brusquement. Il dit, ok, il me lâche brusquement. C'est comme ça que je dis qu'on peut avancer. On avançait, pam, 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 on avançait. Dès qu'on arrive vers la maison, il y a fort la lumière là, jusqu'à le long de la maison là, jusqu'à le centre de santé là, il y avait toujours la lumière. C'est comme ça que je lui dis que ouais, attends-moi un instant. Dès que je lui ai dit que attends-moi un instant, maman. Il dit que tu veux aller où? J'ai dit attends-moi, j'étais là devant. Quand il dit ça, il était là devant. J'ai même eu l'impression qu'il voulait me suivre à un moment. J'ai commencé à courir sans regarder derrière. Je sentais sa présence derrière. J'ai commencé à courir comme il y avait la lumière. Je sais que les trucs bizarres comme ça n'aiment pas souvent montrer leur apparence dans la lumière. D'après ce qu'on me racontait avant, c'est comme ça que j'ai commencé à courir, papa. J'ai commencé à courir dès que j'ai couru, je suis seulement entrée brusquement dans le centre de santé là. Et comme on connaissait ma soeur là-bas et on nous voyait marcher ensemble, les gars là disaient que c'est comment. J'étais tout essoufflée et je transpirais, pourtant il faisait froid en ce temps-là. On me dit que c'est comment, il y a un problème, tu ne te sens pas bien, il y a quoi? Assieds-toi, on m'arrête, assieds-toi. Donc j'étais tellement essoufflée, je ne parvenais pas à parler. C'est après, au bout de 45 minutes, que je raconte l'histoire là aux infirmières qui étaient là-bas. D'autres riaient, d'autres ne prenaient pas ça au sérieux, d'autres riaient, d'autres me regardaient bizarrement. Après, j'ai attendu un infirmier là, qui connaissait bien la maison de ma soeur. J'ai dit que tonton, pardon, accompagne-moi à la maison. Il me dit que mais la maison est tout proche, tu veux qu'il t'accompagne comment? Tu as toujours peur de ton histoire là, il rit. Donc tous ne prenaient pas au sérieux. J'ai dit que oui, pardon, accompagne-moi. C'est comme ça qu'il m'a accompagné. Il m'accompagne, arrivé à côté de la maison. On revoit le monsieur, on ne sait même pas par où il est passé.
où il a repris la grande porte, où il est passé par où on revoit monsieur. C'est comme ça que j'ai la blouse de... Je dis, hey, ton gars que tu as dit qu'il a le sabot, les sabots en bas là. Il dit que oui, voici le gars. Mais moi, je ne vois pas les sabots, il torche le gars. Lui, il n'avait pas peur. Et on dit très souvent, parce qu'avec le temps, moi-même, je suis devenue infirmière, donc il porte la blouse. La blouse le protège dans notre jargon de la santé. Pour ceux qui ont fait la santé confinée, donc la blouse nous protège de beaucoup de choses parce qu'en milieu hospitalier, il y a tout le monde qui vient et il y a même parfois les esprits et tout ça. Donc la blouse nous protège. Et heureusement que ce monsieur avait la blouse, il a torché. Et le monsieur était là normal, toujours avec ses grosses chaussures là et les gros pieds bien géants. Il me dit quand même que, il me souffle en patois, il me dit que, comme il parlait le patois là, il me souffle en patois, il me dit que le gars, s'il la voit vrai, il est bizarre quand même, mais il n'a pas quand même les sabots. Tu as dû peut-être halluciner et avoir peur. Je vais rester avec vous jusqu'à ce que les gens viennent. Je dis que je crois qu'il y a d'autres dans la chambre. On cogne alors la chambre, on était sur la con, on cogne la chambre. C'est comme ça que d'autres de mes cousines sortent. Quand ils sont sortis, je leur ai dit que c'est bon, comme elles sont à la maison, tu peux rentrer. Le monsieur était là, sur la cour, il était là, il est resté jusqu'à ce que ma tante ramenait déjà certaines choses de son restaurant dans le pouce. Et c'est comme ça que j'ai suivi comment il a salué ma tante. Elles ont causé, tu fais quoi ici? Alors, si, il dit que ouais, j'ai ramené ta nièce. Ma tante dit, merci beaucoup. Pourtant, même, il ne m'avait même pas totalement ramené, mais il dit à ma tante, il dit tout simplement à tante que j'ai ramené ta nièce. Ma tante dit, ok, merci. C'est comme ça que ma tante, en entrant, ramasse les choux, son classe. On a dormi ce jour-là. Le lendemain matin, papa, j'ai pris la poutre d'escampette pour rentrer chez nous. Avant de revenir encore là-bas dans le petit village de ma tante là, j'avais d'abord duré, question de bien digérer l'histoire. Mais je n'ai plus jamais revu ce monsieur. Et Dieu seul sait ce qu'il pouvait ou il voulait me faire ce jour-là. Donc, voilà l'histoire. Pour celles qui sont, peut-être ce jour-là aussi, si je mangeais son plat de nourriture, ou bien si je prenais ses présents, ou bien s'il prenait mon numéro, peut-être c'est pour faire quelque chose, comme me disait toujours qu'il y a quelque chose en toi que je vois. Parfois, ces mauvais gens-là, ils voient une lumière en toi, ou bien quelque chose en toi, puisque eux, ils ont 2 yeux. Et quand ils voient ça, ils cherchent à t'atteindre de toutes les manières. Donc, j'attire l'attention de mes frères et de mes soeurs. Ne mangez pas l'argent de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est même peut-être parce que je n'ai pas mangé son argent que Dieu m'a protégé. Imaginez si je me mettais en couple avec celui-là, ce qu'il pouvait me faire ou ce qu'il devait prendre à moi. Donc, c'était un peu ça pour ma petite histoire. Passez une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous. Moi, je suis béninois, je suis au Bénin. Mon histoire, ça s'est passé à Cotonou, puisque pour moi, je suis au Bénin et j'ai fait un peu dans tout le Bénin, du nord au sud là. Bon, ça fait partie un peu de mon travail. Voilà, un jour, j'étais à Cotonou, un peu dans mes petites balades nocturnes. Et je tombe sur l'histoire là. C'est quoi? C'est un vigile. Un vigile. Et puis, d'abord, l'histoire là, ça s'est passé en décembre passé. Hein. Quand je dis décembre passé, ça fait décembre 2022 là. Je tombe sur le vigile, tout le monde est là. Il dit quoi? Okay, ça se passe comment? Toi, tu es vigile. Tu es vigile, on te dit de surveiller porte, surveiller magasin, surveiller maison. Mais c'est au beau milieu de la nuit, il laisse son boulot carrément, va donner au coup. C'est-à-dire, il laisse le boulot carrément et puis il va se chercher avec les filles de joie. Voilà.
Et puis un jour, il est parti comme ça, comme d'habitude, il s'en va. Il laisse son poste, il s'en va. Donc, un jour, il est parti comme ça. Et il dit à ses confrères, il vient, il va acheter quelque chose là. À 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, le gars vient pas. Il dit, mais il est parti où même? Ça, on a commencé par le chercher. Les gars qui étaient avec lui là. Parce qu'il ne devait pas informer qu'il est parti sans jaillir. Voilà. Donc, on a commencé par le chercher, on le trouve par terre. Il dit, mais que se passe-t-il? C'est comment? Ah, et le gars, il parle, il dit, oh, que c'est la vieille là, que c'est la dame là, que voilà, d'habitude, il vient ici, puis il s'enjaille et puis il se donne un peu la joie. Et voilà, aujourd'hui, il a juste donné un coup à la dame là, un coup de rein, je vous dis. Un coup de rein, c'est un moment sexuel, un petit moment sexuel. Et puis le gars ne peut plus se lever, je vous dis, DMG. Il ne peut plus se lever. C'est-à-dire, il explique que ah, juste après avoir joui de son truc là, il est resté intact, paralysé. C'est comme si c'est comme si quelque chose est venu dans son dos, lui retirer toutes ses forces, lui prendre son esprit. Il ne peut plus bouger, ne peut plus bouger ses jambes, ne peut plus bouger ses bras. Il est là, intact. Il n'a que sa bouche pour parler, ses yeux pour voir. Il est là. Ça se passe même dans la rue, sur le trottoir, à Cotonou là. Je ne veux pas donner le nom du quartier puisque c'est un lieu très connu. Très connu. Et puis, il est resté là, sans bouger. Et c'est la patrouille de la police qui fait la patrouille la nuit qui est tombée dans la Seine. Ils ont ramené ce monsieur. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur-là, il ne marche pas encore. Jusqu'à aujourd'hui, il ne marche pas encore. Il essaie de tenir les béquilles, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Il ne marche pas encore. C'est pour dire que quand Dieu fait, vous avez trouvé quelque chose, un travail quelque part. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Occupez-vous de votre travail. Toutes les femmes de nous ne sont pas des femmes. Toutes les femmes de nous ne sont pas des personnes, ne sont pas des humains. Des esprits sont en possession d'humains et qui passent. Ah, voilà ma petite histoire du jour. Vraiment, ça peut apprendre, ça peut enseigner quelqu'un, ça peut aider les gens. Vraiment, DMG, merci pour l'écoute. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir ou bonjour à tous d'ailleurs. L'histoire que je vais conter aujourd'hui s'est passée en 2002 au sud-est du Gabon, plus précisément dans la province du G7, entre le village Mikwanya et le village Mambouété. Bon, cette histoire, c'est une histoire réelle déjà. À la fin de cette histoire, que chacun me dise si c'est une bonne histoire, si c'est bien ou mal. C'est-à-dire, est-ce que cette histoire, à la fin de cette histoire, il y a un mal et un bien. Bon, l'histoire est que, à l'approche d'un retrait de deuil organisé dans ce village, comme chez nous partout d'ailleurs en Afrique, à la veille d'un événement comme un retrait de deuil par exemple dans les villages, les gens font des achats pour que la fête soit belle. Donc d'autres vont en ville acheter des poulets, des poissons, des
les trucs de la ville. Après, il y en a qui vont à la chasse au campement. Ils vont camper pour prendre le gibier. Donc voilà, comme ça, à 6 jours du retrait de deuil, parce qu'il faut tout de même signaler que c'est une cérémonie qui prend souvent 2-3 jours par là. Donc comme ça, il y a une équipe qui a été envoyée au campement, déléguée. On a sélectionné, on a choisi 5 personnes. Donc les 5 personnes qui sont allées au campement pour ramener du gibier un jour avant la fête, se sont approvisionnés, ils sont partis avec des maniocs, des torches, des piles, des fusils, des boîtes d'allumettes, voilà, pour faire leur feu et autres. Donc comme ça, ils sont partis. À quelques kilomètres du village, il y a eu une grande pluie, très très grande pluie. Puisqu'ils ne peuvent plus faire demi-tour, donc ils ont continué. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au campement. Arrivés au campement, voilà, qu'ils se sont mouillés. Ils se sont mouillés, il y avait une grosse pluie, ils se sont mouillés, les allumettes mouillées, tout était mouillé. La fraîcheur était au rendez-vous. Donc tout le monde tremblait. Arrivé au campement, tout le monde tremblait, la fraîcheur. Souvent, quand on va en forêt comme ça, au campement comme ça, en chemin, on peut tirer un sanglier, un singe. Ça dépend de la bête qui se présente, on tape, on tire dessus, elle meurt, et puis bon, voilà, on peut manger pour retrouver les forces, éventuellement. Arrivé là-bas, ils ont pu attraper un porc-épic. Ils ont tué un porc-épic en chemin. Ils l'ont amené et puis bon, ils ont commencé à le dépercer et tout, nettoyer. Ils se rendent compte que les allumettes, toutes les boîtes d'allumettes qu'ils avaient étaient trempées d'eau. Et il était quelle heure? 3 heures du matin, en pleine forêt au campement. Il y a eu une grosse pluie. Que faire? La fraîcheur, la faim mélangées. Donc comme ça, puisqu'ils étaient coincés, voilà, ils étaient coincés, il n'y avait plus d'issue, de solution. Il y avait un vieux qui était avec eux, un peu plus âgé qui était avec eux, qui leur a demandé de se retirer un peu, il s'est retiré tout seul. Boum, du coup on a vu le feu. Et ils lui ont demandé, mais on n'a pas de bois d'allumettes, on n'a plus rien. Comment tu as fait pour avoir ce feu-là? Il dit, j'ai scié le feu. Voilà, parce que souvent les gens se transforment en panthère, en ceci, en cela. Donc ça s'est transformé en une bête qui chie souvent le feu. Donc il a chié le feu. Et ils ont pris ce feu-là, ils ont réchauffé. Sinon on va dire, oui, réchauffé toutes les boîtes d'allumettes. Réanimer toutes les boîtes d'allumettes, on va dire ça comme ça. Et les boîtes d'allumettes ont repris forme et tout. Ils ont allumé le feu, ils ont préparé, ils ont mangé jusqu'au matin. La journée, mais les autres posent la question de savoir encore, mais tu as fait comment? Il dit, vous avez voulu le feu, je vous ai donné le feu et rien de plus. Je ne vous dirai rien. À part vous dire que j'ai chié le feu, ça s'arrête là. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Merci à tous les abonnés DMG TV. Donc, j'aimerais un peu savoir, comprendre, selon vous, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Puisque si c'est bien, il a quand même chié le feu, ce qui n'est pas bien en fait. Ce qui relève de la haute, la plus sorcellerie si vous voulez. Mais puisque ce feu a servi de allumer le feu, de réchauffer les bois d'allumettes pour en faire avoir du feu, avoir les allumettes en tout besoin, à tout moment. Et ce feu va servir à ce que, bon, tous les 5 jours qu'ils feront au campement, ils auront toujours le feu. Puisque désormais les boîtes d'allumettes sont bien et puis bon, voilà, cachées quelque part. Comment est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Donc, voici mon histoire avec une question à la fin. Merci infiniment. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG.
Ouais, je suis très ravi et c'est pour ma première fois de poster une histoire dans, dans ton box des histoires mystiques. En fait, mon histoire n'est pas vraiment une histoire mystique, bon, une histoire liée au fait de l'escroquerie avec le mystique. Cette histoire se passe au Congo, à Brazzaville. Pour les personnes qui habitent au Congo, qui connaissent le quartier qui est situé après Massengo, le nom m'échappe un peu. En fait, les cimetières s'appellent Itatolo. Donc les cimetières sont encore en activité. On enterre encore des gens là-bas et tout autour des cimetières, vu que c'est un quartier un peu dans les périphériques, et donc les gens ont occupé des parcelles, il y en a qui ont construit, donc c'est un quartier qui est né tout autour, aux alentours des cimetières. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des promoteurs qui sont venus à côté construire une banque à côté justement, qui était à 10 mètres à peu près des cimetières, vu que c'était un quartier déjà habité, il y avait du monde. Et donc c'était une banque coopérative. Et du coup, donc il y avait deux vigiles qui gardaient la banque la nuit. D'après la personne qui m'a raconté cette histoire, il y avait deux personnes qui gardaient cette banque la nuit. Ils étaient là, ils faisaient leur ronde. Et ce qui se passe, c'est qu'un soir, les deux vigiles qui gardaient la banque, ils étaient surpris. Ils voient deux personnes en train de s'amener entre 2h et 3h du matin. Ils s'approchaient vers eux. Ils étaient habillés en blanc. Genre, voilà, on va dire une soutane blanche avec des rubans sur la tête, avec des gants blanches. Et le visage même était... de loin, ça paraissait pratiquement un peu du genre la peau de blanche ou encore, voilà, ce genre de choses. Et donc ces personnes s'approchaient avec une manière de marcher assez inhabituelle en fait. Donc, ils étaient penchés du genre de cadavres qui sont sortis en fait des tombeaux en fait. Et les deux vigiles stupéfaits, ils se sont regardés, ils regardaient les deux qui venaient, et il y a un qui dit à l'autre, « Ah, mon cher, là-bas en bas il fait trop chaud, là on profite pour prendre un peu de l'air. » Et quand les deux, en fait, ils ont entendu ça, ils ont pris la fuite. Ils ont fui, laissé la banque, ils sont partis. En fait, en partant, quand ils sont partis demander de l'aide, en fait. Et les deux gars, en fait, c'était des bandits, des voleurs, mais maquillés en revenant. Donc les gars, ils sont partis, ils avaient tout ce qu'il fallait de matériaux, ils ont cassé la porte, rentré dans la banque, ils ont pris l'argent. Et les deux vigiles, quand ils sont partis chercher de l'aide, en revenant, avec du monde, ils ont raconté l'histoire aux gens, toqué, crié, ils sont venus avec du monde, ils sont venus voir, les portes de la banque étaient ouvertes, et on a dépouillé la banque et tout l'argent est parti. Donc voilà un peu la fin de l'histoire. L'histoire s'est terminée comme ça. En fait, voilà quoi. C'était une affaire d'escroquerie, mais maquillée justement en quelque chose de mystique. Voilà. Merci. C'est mon histoire et passez une bonne journée. Au revoir. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Salut DMG, je tiens à vous raconter l'histoire mystique des impacts familial de vol. Cette histoire se déroule dans la région du Sud Cameroun, dans la ville de Samilima. C'est l'histoire d'une mère et son fils unique qui avaient fait un pacte où son fils allait voler pour faire prospérer les familles sans jamais se faire prendre par la police. De telle sorte que quand il va faire un coup de vol, dans le cas où il est surpris, s'il réussit à vous échapper et entrer dans son domicile, il disparaissait mystérieusement. De telle sorte que quand vous venez, vous fouillez tous les compartiments de la maison, même si vous avez encerclé la maison, de peur qu'il saute par les fenêtres, vous ne le retrouvez plus jamais. De même aussi, des fois, vous pouvez même mettre la main sur lui
on l'amène même au commissariat, on le met même en cellule. Mais une fois que sa maman allait pour lui rendre visite, en apportant son repas, donc à manger et à boire, dès que celui-ci finissait de le prendre et buvait de l'eau qu'elle apportait, ce monsieur disparaissait toujours mystérieusement. De telle sorte que les policiers qui étaient chargés de le garder se demandaient comment à chaque fois ce monsieur, ce jeune homme-là faisait pour s'évader. Un jour, Dieu voulant, ce jeune homme est allé commettre un coup de vol. Il a de même été pris. On l'a conduit dans le commissariat, ne se dérangeant pas, sachant qu'il y aura toujours la scène de sa disparition. Il est entré en cellule et quelques heures après, voilà sa maman qui s'amène avec le repas et l'eau à boire en question. Et dès qu'elle est entrée pour demander à voir son fils afin de lui donner sa nourriture, il y avait un chef de policier qui était nouvellement affecté et ma foi n'était pas du tout simple. Il a donc dit, il a révélé que le repas que la maman a apporté pour donner à son fils n'était pas du tout un repas normal, dont le repas n'était pas simple. Il fallait que les policiers qui se trouvaient là mettent la maman aux arrêts pour qu'elle le dise pourquoi elle apportait un repas compliqué à donner à son fils. C'est ainsi que tous les policiers qui s'y trouvaient étaient étonnés, mais ils ont tous de même exécuté, ils ont pris la maman et ils l'ont amenée en salle d'interrogatoire. C'est ainsi, de même, il a demandé à faire conduire son fils où se trouvait sa maman, afin qu'il les interroge. Une fois arrivés, tous les trois réunis, il a dit, de vous à moi, on sait que ce repas n'est pas simple. La seule chose que vous avez à faire ici, c'est de donner votre déposition et peut-être la maman peut être acquittée pour avoir les circonstances atténuantes. Parce que si vous ne le faites pas, je vais démontrer ce que je suis en train de dire et tant pis pour vous, ça sera autre chose pour votre condamnation. Alors que le fils a regardé sa maman, ils sont concertés et il dit que quand je regarde ce policier, il m'a l'air de quelqu'un qui a des visions et puis même le pacte qu'on a fait devait avoir une fin, ce n'était pas éternel, mais je vois que c'est donc arrivé à la fin aujourd'hui. C'est mieux qu'on crache le morceau et si on peut t'acquitter, qu'on t'acquitte. Moi, je ne trouve pas ça normal que toi et moi allons faire de la prison. C'est mieux que toi, on te laisse et moi, je purge finalement ma peine, vu que j'ai déjà tellement échappé aux mains de la justice. C'est ainsi que la maman a donc craqué. Elle a donc décidé de confesser en disant qu'effectivement, ils ont fait un pacte de vol familial où son fils unique allait voler sans jamais toutefois se faire prendre, de telle sorte que quand il est pris, dans le cas où il est surpris, et s'il réussit à vous échapper et arriver à la maison, et qu'il boive de l'eau, parce que c'est l'eau qu'elle dit avoir fétiché et avoir pacté dessus, une fois qu'il boit de cette eau-là, il disparaissait tout simplement. De même que quand on la voyait des fois lui apporter à manger, c'était pour qu'il soit en contact avec cette eau. Donc dès qu'il faisait manger, il buvait de cette eau, il disparaissait mystérieusement aussi comme ça, à l'étonnement de ceux qui le gardaient, qui se demandaient toujours à chaque fois comment il faisait pour s'échapper en question. Tout le monde qui était là était étonné. Donc elle a donc fait comprendre que cette eau-là, c'était une eau pactée, ou c'était l'eau des cadavres, ou c'était quelle eau. En réalité, c'est Dieu ce qui connaît, qu'elle avait fétiché dessus. Donc pour permettre à son fils de réussir toujours à échapper aux mains de la justice et des autorités en question. C'était donc l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. J'attire donc l'attention aux uns aux autres que comprenons que s'il y a des adeptes des pactes quelque part ou du fétichisme, vous voyez donc que ces choses ont un début et ont une fin. Ce n'est jamais éternel, ce n'est que Dieu ce qui est éternel.
et on ne peut que prier et se soumettre à ce qui est éternel. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MJ. À vous de liker, de commenter et de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible, voire obscur. Je vous invite donc à prier Dieu pour être des guerriers de la lumière afin de combattre les anges des ténèbres et les adeptes de certains faits mystiques, voire sataniques en question. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir écouté et à plus pour une autre histoire mystique. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter aussi. Aujourd'hui, je reviens encore avec une histoire mystique de ma famille. Donc ça s'est déroulé dans ma famille dans des années 2014, oui, 2014, oui, je me rappelle bien. 2014. Donc c'était une grande cousine. C'était une grande cousine. Donc elle vivait en Djoumbé, oui, c'était en Djoumbé, et elle faisait dans la plantation des Macabos. À un moment donné, vous savez aussi que toutes ces histoires de prospérité, chacun veut prospérer, donc elle a voulu prospérer avec ce business de Macabo. Donc elle a intégré des réunions des femmes cultivateurs. C'est un peu ça, des femmes cultivateurs. Et chaque année, elle produisait vraiment des sacs, des tonnes de Macabo. Elle produisait vraiment. Donc, maintenant, à un moment donné, la réunion, il siégeait toujours, elle évoluait bien, elle siégeait. Et quand la réunion a rodé jusqu'à son tour, on lui dit, bon, ok, c'est maintenant ton tour de recevoir la réunion. Oui, c'est ton tour de recevoir la réunion. Donc, tu dois donner quelque chose en sacrifice, comme nous le savions tous. Et excusez-moi, vraiment, je suis rhumé. Je suis vraiment rhumé. Donc, c'était son tour de bouffer, de recevoir la réunion. On lui dit, bon, il faut quelqu'un aussi en sacrifice. Comme pas malheureusement, il écrit le nom du frère, ça ne passe pas. Il écrit le nom de la sœur, ça ne passe pas. Il écrit le nom de la mère, ça ne passe pas. Tout le monde était bloqué déjà, comme nos traditions. Tout le monde était bloqué. Et subitement, elle tombe malade. Étant Djoumbé, elle est malade, elle fait les hôpitaux fatigués, des mois, on dit on ne voit rien. Au fur et à mesure, elle ne faisait que faner, jusqu'à on lui renvoyer au village, dans son village. Chez nous, elle est arrivée, elle était là, on se battait par-ci par-là, ça ne changeait pas. Pour qu'elle aille même aux toilettes, il faut que 2 personnes la tiennent pour pouvoir marcher, pour qu'elle puisse un peu marcher, pour aller se mettre à l'aise, ou bien pour aller qu'on puisse le laver. Voilà, subitement, un jour, celle qui ne marchait jamais, qui ne se levait pas du lit, c'était difficile. Il y avait toujours, je me rappelle, cette petite chaise au chevet du lit. Elle s'est levée ce jour, elle a pris, il y avait 2 personnes, sa mère et une personne qui est venue leur rendre visite. Ils étaient assis dehors en train de frapper le commentaire. Subitement, elle se lève du lit, elle porte cette petite chaise, elle sort, elle marche. Elle vient s'asseoir à côté de ces 2 personnes, de sa maman et celle qui est venue leur rendre visite. Tout le monde est étonné de le regarder marcher. Après quelques minutes, elle se relève encore, reprend la chaise.
Elle entre, elle se couche, c'est comme ça qu'elle décède. Quand elle décède, on organise le funérailles tout après avoir enterré, après avoir fini avec les funérailles, c'est où elle commence à menacer la famille. Chaque jour par-ci, chaque jour par-là, elle vient chaque fois dans les rêves menacer tout le monde. Je vais partir avec toi, il faut me suivre, monter, descendre, il faut me suivre. C'est comme ça qu'elle a pris le temps à menacer les gens. À ce qu'on a appelé encore, c'était dans la tradition, les tradis patriciens. Les tradis patriciens, ils sont venus à la maison. Et là, on a encore déterré le corps de MG, je te dis. Fendre, elle était encore fraîche. Quand on a fendu le corps qui a fait c'était 2 mois exactement, 2 mois au sol. Le corps était encore fraîche. On a fendu le corps, c'est où on a enlevé le cœur. Le cœur jaillissait encore de sang. Bien même de sang. C'est où on fait le cœur, tu sais, ces gens, ils ont regardé, ils ont dit non, elle avait écrit toute une liste des noms qu'elle devait d'abord sacrifier ces gens avant de partir pour de bon. C'est pour ça qu'elle venait dans les rêves, par-ci par-là, essayer de dire et de ramener ces gens, parce qu'elle a vraiment traumatisé les gens. Hein. Elle avait vraiment traumatisé les gens. Et c'est quand on a fini de faire ces cérémonies que la famille a pu trouver la paix. Et cette histoire ne s'est plus répétée. Donc, elle n'a pas accepté le peu que Dieu le donnait dans ses champs. Elle a voulu gagner plus, récolter plus. Et voilà où ça l'est ramené. C'est ce qui tue beaucoup d'entre nous, les jeunes. On n'aime pas accepter le peu que Dieu nous donne. Et on se met toujours à vouloir gagner plus, à envier les gens. Parce que chaque fois, ils demandent pourquoi tu récoltes, pourquoi tes récoltes sont aussi bonnes, pourquoi chaque année, j'ai planté ma part à côté, ça n'a pas vraiment produit comme pour toi. Monter, descendre, c'est comme ça qu'on essaye de fouiller et pour finir, on entre vraiment où il ne faut pas. C'est pareil avec le commerce. Quand tu as ton petit comptoir, tu regardes toujours le comptoir du voisin. Pourquoi chaque jour le comptoir du voisin est toujours chargé? Pourquoi il vend plus que moi? Par contre, je ne revois rien. Donc, et finalement, ça nous amène toujours dans ces troupes. Et n'oublions pas que nous tous, nous ne sommes pas faits pour intégrer les loges. Nous ne sommes pas faits pour intégrer les loges. Tout le monde n'est pas fait pour intégrer les loges. Quand tu n'es pas fait, une fois que tu vas essayer, tu dois mourir. Tu ne dois même pas peut-être durer 1 an ou bien 6 mois même, disons. Mais par contre, il y a des gens qui ils ont vraiment l'âme forte, ils sont faits pour ça, qu'ils font des années avant de mourir. Donc, tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs, acceptons le peu, apprenons à accepter le peu que Dieu nous donne. Parce que c'est très très important. Plus qu'il te montre chaque jour qu'il est omniprésent, il vit en te donnant le pain, en te donnant, quand tu es malade, il puisse te guérir. Donc c'est déjà le nécessaire, c'est la plus grande des richesses que l'on peut avoir sur cette terre. Donc mes frères et sœurs, évitons d'avoir un gros cœur, le cœur d'envie. C'est ça qui nous détruit aussi plus. Bonne soirée à toutes et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e histoire. Bonjour, bonsoir DMG, peu importe l'heure dont vous allez écouter ce voice. Et je vous m'adresse aussi aux abonnés de liker, de partager et de commenter au maximum. Bon, je suis Camerounais d'origine, plus précisément du côté de l'Ouest. Et j'écoute cette émission depuis quelques mois et je suis vraiment scotché. Force à ce que tu fais, DMG. Merci de cette grande initiative que tu as mis sur pied
pour nous sensibiliser, pour sensibiliser la communauté et le monde entier sur les réalités de la vie. Oui, je vais vous raconter cette petite histoire. Donc, j'ai vécu au Cameroun avant de quitter mon pays d'origine. Plus précisément, mon histoire s'est déroulée en 2016. Cette année, dont je peux dire, j'ai vraiment vu quelque chose que je ne sais pas l'expliquer et que Dieu a été toujours à ma faveur. Oui, en 2016, parce que je vivais dans une ville où je faisais mes études à Tchank. Et en 2016, j'ai eu un petit travail du côté de Yaoundé. Et là, j'ai déménagé, arrivé une fois, et j'ai décidé de m'installer à Yaoundé. J'ai fini mon travail. Le mois où j'ai fini mon travail, directement, il y avait certains gens qui venaient d'aménager dans ce quartier. Ils avaient les petites maisons. Donc, je me suis directement mis en contact avec un jeune qui me dépassait autour de 2 ans. Bon. Donc, je vais prendre un exemple comme le nom de Paul. J'étais vraiment bien avec Paul. Tout marchait bien, 1 mois, 2 mois, on était ensemble. Quand j'ai fini mon travail, j'ai dit bon, que d'aller louer encore loin, je préfère louer dans ce nouveau quartier qui est en voie de développement. Bon, et là, j'ai trouvé une petite chambre chez une maman. J'ai aménagé si vite que possible. Chaque jour, je rendais aussi visite à Paul. Paul me rendait visite. On marchait, on sympathisait. Il vient à la maison aussi, j'ai préparé un mange. J'arrivais chez eux, on marchait bien, on s'expliquait tout. Seulement que Paul était le genre d'homme qui manquait beaucoup, plus qu'il avait un frère qui se ressemblait beaucoup, mais ce frère-là était dans l'armée. Et lui, il nous a fait comprendre que c'est lui qui était dans l'armée, mais on ne savait pas qu'il avait un frère. Puisqu'il montrait les photos, c'était sa gabarit, tout lui en effet. Bon, vu je n'étais pas seul parce que j'avais des amis dans ce quartier, on était ensemble, on riait, on faisait tout ensemble, on montait, on s'asseyait même au bar, on buvait une bière. Et aussi, comme j'ai directement eu mon établissement dans le génie civil, je suivais ma formation d'entrepreneuriat dans le génie civil. Un jour, j'ai toujours eu le travail à côté de chez eux, pas loin de leur maison. J'y travaillais un jour, un soir, quand j'ai fini mon travail, j'ai décidé de passer le rendre visite. J'arrive à la maison quand sa maman n'était pas là, il était là seul. Ce jour, on a bavardé jusqu'au moment le moment venu d'où on voulait se séparer. Il m'a donné du tapioca. Bon, j'ai pris du tapioca. Je suis arrivé chez moi parce que ce n'était pas loin de ma maison, on était au quartier. Quand j'ai pris du tapioca, je suis rentré. J'ai déposé le tapioca, j'ai travaillé toute la semaine. Et la semaine qui suivait, c'était la semaine des évaluations dans mon établissement. Bon. Un jour, je rentre, je pars au chantier, toujours à côté de chez eux. Je rentre ce jour. J'avais évaluation le lendemain à 11h, au cours de 11h. J'avais les cours à 11h qui devaient se baser sur l'évaluation. En effet, je rentre, je pars au chantier. Je rentre ce jour. Je m'en vais acheter du riz et tout ce qu'il faut faire avec, comme un célibataire, pour faire son petit riz sauté un jar, comme on dit souvent un jar. Ah oui. Et voilà. Quand j'arrive à la maison, je programme, je dis bon, comme il y a du tapioca, il est 18h, avec du travail que j'ai effectué au chantier, je préfère boire ce tapioca et de laisser du riz à 3h. Quand je me réveille pour étudier, je pourrais apprêter du riz, je mets au feu et c'est quand même c'est comment. À 5h, parce que j'avais aussi un programme qui peut sortir à 5h, 6h, aller au petit chantier comme ce n'était pas loin. Je fais d'abord un petit tour jusqu'à 9h, jusqu'à 10h. 9h, 10h, je reviens, je m'apprête pour l'école. J'ai dit oui. Voilà, quand j'ai fini directement de boire le tapioca, là, quand j'ai fini de boire, j'étais sur les dernières cuillères de tapioca à mettre dans la bouche. Qui entre, c'est Paul. Il frappe à la porte et il me dit, wow frère, j'ai vraiment faim.
J'ai dit, oh putain, regarde, ça c'est du tapioca dont tu m'avais offert, c'est ça que je viens de finir maintenant. C'était aux environs de 18h30 comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai pris 1 kilo du riz chez tel boutiquier, on connaît parce que je vais taire le nom, c'est un quartier à Yaoundé. Donc je vais taire le nom du quartier, mais s'il y a les gens qui écoutent cette histoire, ils vont connaître parce que ça a vraiment fait bouger le quartier. Donc j'ai taire le nom. J'ai dit, j'ai pris le riz chez telle femme, chez telle dans telle boutique. Avec tout ça, je me disais que bon, je vais me réveiller à 3h et le faire cuire. Mais si tu as faim, qu'à cela ne tienne, je vais le faire cuire pour que tu puisses aussi manger. Il ne faut pas dormir affamé. Et il me dit, non, ma maman est partie, elle n'est pas là maintenant parce que sa maman était... je vais le dire parce que bon, je ne sais plus où ils sont aujourd'hui. Sa maman était, comment on dit, gérante de 3 stations-service. Donc je préfère, moi je ne sais pas le nom MRS parce que MRS est plein, il y a plein de fans. MRS Cameroun. Voilà. Le garçon, je tiens à préciser que le garçon, lui, il ne faisait rien de sa journée. Rien du tout. Ça nous étonnait, un garçon de 27 ans, de 28 ans. Oui, de 28 ans, il ne fait rien de cette journée. Rien du tout. C'est sa mère qui le fait à manger, qui charge le frigo, qui rentre avec du poisson braisé, le donner. Et c'est un grand fumeur. Et c'est sa mère qui l'achète en plus des paquets de cigarettes. Bon. Comme nous aussi, nous les enfants des pauvres, on dit, on ne sait vraiment pas d'où on vient, mais on se bat dur pour atteindre le niveau. Parce que moi, sans mentir, je me tape pas la poitrine. Je suis un garçon battant, que ce soit Yaoundé. Je fais précisément dans la restauration, dans la gastronomie. Hormis de la gastronomie, je le fais aussi les chantiers. Je fais vraiment dans les chantiers. Tout ce que je touche, en effet, je le fais et bien. Ça, c'est ce qui fait ma force. Oui, voilà, c'était juste une parenthèse, on revient à l'histoire. Voilà, quand il m'a dit il a faim, directement je me suis mis à faire le riz, après tout, j'ai cuisiné le riz. Et voilà, quand j'ai fini de cuisiner le riz, il me dit, je n'avais pas une louche parce que je venais d'aménager, j'avais des petites cuillerées. Quand je prends l'assiette pour le servir, je puise 1, 2, 3, 4, 5 cuillerées. Il me dit non, ça va comme ça. Je dis, mais ce n'est que 5 petites cuillerées. Il me dit non, ça va me rassasier, ça suffit. J'ai dit, ok. Je le tends l'assiette. Moi-même, je prends une assiette de que bon, il ne peut pas servir quelqu'un, laisser ça enfant aussi goûter. Je prends aussi un peu, je retire aussi juste un peu. Voilà, je mange. Lui et moi, on mange en frappant des commentaires. Voilà, 19h30, 20h. Il me dit, bon, comme tu vois, j'ai envie d'aller acheter la cigarette. DMG, je t'ai dit. J'ai dit, ok. Moi, je vais rester là. Fais quoi? Je t'accompagne alors. Et tu achètes ta cigarette et tout. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, je sors de ma chambre. Je ferme ma porte à clé. Deux tours de clé. Lui et moi, nous, on sort de la maison. Voilà, on s'avance. On chemine ensemble parce qu'au niveau, on trouve pas très loin de la maison. On trouve les gars du quartier aussi. Exactement, on pense un peu à frapper certains commentaires. Il me dit, d'accord, comme tu es avec les pierres, tout ça, je vais courir d'abord acheter la cigarette juste ici à la boutique. Je reviens très rapidement. J'ai dit oui, il est aux environs de 20h30 comme ça. 20h30, presque 21h. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, je t'attends là, tu reviens. Il part, il revient, me dit non, la boutique est fermée. Attends, je redescends un peu ici en bas chez celle dont j'avais acheté le riz. Je vais acheter la cigarette. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème, je suis là, je t'attends. DMG, il part, il revient, il me dit la boutique est fermée. J'ai dit waouh. Oh, ça veut dire que c'est pas ton jour de chance, tu ne dois pas fumer aujourd'hui. Il dit, je dis d'accord. On peut rentrer à la maison, frapper encore nos commentaires un peu. Il me dit d'accord, il n'y a pas de problème. DMG, si je ne retournais pas avec lui, ou bien monter, je ne sais pas, on doit dire, voilà, quand j'arrive, j'ai avec une table à 4 pattes, bien confectionnée sur laquelle je préparais. J'avais un réchaud à pétrole parce que je venais d'aménager, je n'avais même pas encore 6 mois à Yaoundé. Le réchaud à pétrole, un grand matelas au sol, que j'avais lancé au sol. Dès que j'ouvre la porte DMG, je vous jure, j'ai trouvé cette table renversée au sol avec la marmite du riz que j'ai eu à faire, le pétrole partout sur la nourriture. Le pétrole partout sur la nourriture. Voilà, je me mets à ramasser
à balayer tout parce que ça avait, comme le pétrole coulé, entré sur le drap du matelas, tout ça. Je me mets ici à la chambre cette nuit, je suis. Voilà que je suis, au fur et à mesure que je sors dehors verser la nourriture parce que c'était déjà le pétrole, tout ça était. Je suis allé verser tout. DMG, je verse quand je reviens pour essuyer le dernier tour. J'ai su ce moment d'entrer. Exactement, j'ai voulu entrer dans ma chambre. Il me dit, mon frère, comme il a plu la route de ma maison, il y a trop de boue ce moment-ci, tu connais comment est cette entrée, je ne peux pas vraiment rentrer. Est-ce qu'on pourrait dormir ensemble? DMG, comme parle souvent du sixième sens. Le sixième sens m'a dit, si tu dors, une voix, j'ai entendu une voix vraiment en moi, que cette voix m'a dit, si tu dors avec lui, et que la nuit, il te tue, que dirais-tu? Et moi, je sans vous mentir, et je suis quelqu'un, seulement c'est maintenant-ci que j'ai pris la ferme résurrection, quand je suis vraiment Dieu, à tout moment, ma vie est connectée, que je suis vraiment connecté à tout moment avec Dieu en parole et par les actes. Mais sans mentir, je ne pensais jamais du mal à quelqu'un, même jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu à penser du mal à quelqu'un ou bien à n'importe quoi. Quand je vois tu souffres et que je peux t'aider, je t'aide. Ça, voilà que, dès qu'il me dit comme ça, cette voix m'a parlé en moi. Si tu dors avec lui et que la nuit te tue, que dirais-tu? Je dis, ah, seule chose qui est revenue dans mon cœur, j'ai encore dit dans mon cœur que Dieu avait dit, n'est jamais refusé à quelqu'un où il pourrait poser la tête et retrouver le jour, le lendemain. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, frère, dormons. Quand je dis, je prends maintenant un drap blanc, je mets sur le lit, je redresse le lit, bien. Je dis, couche-toi, il se couche derrière. Donc, quand je faisais le nettoyage, ce qui partait à la boutique chercher des cigarettes, c'était de la lame de rasoir. Mais il n'avait pas vu, la boutique était fermée. Au moment quand j'ai nettoyé le sol, il a pris ma lame de rasoir sur la table. Quand il prend ma lame de rasoir, je ne savais pas dire, je n'ai jamais dormi de ma vie comme j'ai dormi ce jour. Le programme même de 3 heures pour étudier, je n'ai pas plu. J'ai dormi, DMG. Le jour-là, dormi jusqu'à je suis saute à 5h30. Quand je suis saute même, je ne ressens rien. Je dis, bon, ok frère, il est 5h30, je vais pas courir, je vais petit bricolage que je dois faire pour chantier rapidement avant d'aller à l'école. Il me dit, donc je lui ai dit, tu peux te reposer, Paul, tu te reposes bien quand tu finis ton repos. Quand tu te réveilles à l'heure que tu veux, tu peux fermer la porte. Comme je suis juste à côté de ta maison, tu me donnes mes clés. Il me dit non, ça va, je m'en vais aussi faire le sport. Il est à 5h30, il peut courir avant de revenir. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il est sorti, nous sommes sortis ensemble, j'ai fermé la porte. Je n'ai rien ressenti en ce moment. Je suis allé au chantier, je reviens. C'est quand je reviens, DMG, que je pars pour me laver, pour prendre ma douche. Je me verse l'eau. Je comprends une partie de ma fesse se met à chauffer. Je dis merde. Je me suis pas assise au chantier, j'ai regardé l'habit que j'ai porté, je ne vois pas que c'est déchiré, je ne me suis pas déchiré quelque part, mais je verse l'eau, je vois mes fesses chauffent. C'est quand je regarde la fesse, je vois un trait qui était bien fendu, DMG, bien fendu. DMG, je dis, je regarde une fesse, ma fesse était bien fendue. Aïe. Voilà, j'ai fini de me laver, je sors de la douche, j'entre dans la chambre. Je prends tout, je mets mes cahiers dans le sac, je m'habille, je dis, ah, il faut que je dresse mon lit. C'est où je prends le thé d'oreiller, je vois la lame posée, je vois le sang sur le drap, je vois comme ça, je suis levé le matin, vraiment comme elle est sur les doigts. Mais je vous jure que l'école, ce jour, m'est une fois sorti dans la tête. Les cours, l'évaluation, il va quitter. Je quitte directement, je descends chez lui. Mes frères, on a passé une nuit ensemble, voici, viens voir ce qui se... C'est passé, je me trouve blessé, monté, descendu. Qu'est-ce qu'il a comme le mot qu'il a sorti dans sa bouche, il a dit, vous, les gens de l'Ouest avec la sorcellerie, là, ne nous approche pas ça dans notre famille, ne nous approche pas, ne nous amène pas ça dans notre vie, n'essaye même pas. Il dit, aïe, comment est-ce que qui a parlé de la sorcellerie ici, qui a parlé, je te dis seulement c'est qui j'ai trouvé chez moi. Voilà, je quitte, je pars chez une de mes tantes et je lui explique le problème. Je n'ai même pas touché le lit le même jour. Ma tante quitte aussi un quartier de Yaoundé, appelé quoi oh, je ne sais même plus trop. Elle quitte, elle vient, elle filme les draps, elle fait tout.
Elle descend chez sa belle-mère, on explique le problème à sa belle-mère. Sa belle-mère dit, retournez d'abord voir la mère du gars. On a exigé les examens, ici directement, on allait faire les examens rapidement, tout. Je suis allé voir la mère du gars, j'ai pu l'expliquer, la mère du gars a directement commencé, vous, avec vos sorcelleries, là, peut-être tu as goûté le sang de mon fils, ça m'a pas donné, c'était amer, tu ne peux pas. Donc j'ai demandé quand même, qui a parlé du sang ici? Tout ce que je te demande, c'est de faire les examens de ton fils. Tu me donnes. On essaye de voir, parce qu'on se basait plus que peut-être c'est peut-être une maladie ou n'importe quoi. Voilà, elle a commencé comme ça, je retourne, j'explique à la mère. Sa mère dit, et puis elle me dit plutôt le même jour, sa mère de Paul me dit, attends, dans 7 jours. C'est dans 7 jours que je vais envoyer Paul au centre Pasteur pour qu'il fasse ses examens, parce que c'est au moins d'abord au centre Pasteur qu'on fait les meilleures choses, qu'on peut dire un résultat propre et que c'est propre. J'ai dit, ok. Quand je retourne, je dis ça à ma tante, là. Elle retourne voir sa belle-mère. Sa belle-mère dit non, il y a quelque chose, si tu existe déjà 7 jours, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Va trouver, va à Fumban trouver ta mère. Peut-être on pourrait trouver une solution. Je vous dis, DMG, dès que je prends la voiture, le bus arrivé dans sa station, s'arrêter pour... C'est elle qui s'est levée, je ne sais même pas, elle venait carburer. Par contre, elles sont assises, il y a les gens. Je me suis courbé dans la voiture. On a fait peut-être 20-25 minutes sur place, carburé. Après, on a décollé. Une fois que j'arrive à Fumban, je descends du taxi, je suis arrivé à 6 heures dans mon village. Un monsieur m'a directement regardé quand je marchais. Il m'a dit en bas monté, il fallait attendre 7 jours. Tu es venu en quoi? Dans la voiture, j'ai dit oui, il dit que tu devais venir au-dessus de la voiture. Je vous jure, DMG. Quand je regardais le monsieur là comme ça, je n'ai même plus bougé, je n'ai même plus cherché la route de la maison. J'ai directement appelé ma mère temps sur place. Viens voir, viens écouter. DMG, comme on dit toujours, nos traditions, c'est vrai, je suis croyant, je crois vraiment, mais parfois il y a les anges, surtout les traités aussi, il y a ceux qui, je ne sais pas, les féticheurs, marabouts, n'importe quoi qu'on appelle, il y a ceux qui sont venus pour vous sauver, vraiment qui font le travail propre. Ce monsieur, il peut dire c'était un ange qui était envoyé par Dieu. Quand il m'a dit comme ça, j'appelle la mère, je lui dis pardon monsieur, prenez place. Ce matin, il me dit non, pas, je dis non, prenez place ici quelque part, je vous en supplie. Il me dit que ma maison est quelque part ici, viens. J'appelle la mère, viens, je ramène la mère, dit qu'écoutez ce que le monsieur s'est dit. Ma mère est venue avec l'une de mes grandes sœurs. Le monsieur a répété qu'il fallait qu'il attende 7 jours. C'est la mère de Paul m'avait dit attends 7 jours, c'est après 7 jours qu'on doit voir comment faire les examens de mon fils. Hey. Monsieur DMG, je te jure que on a cherché ce qu'on appelle le haricot sauvage. Il a fait ses trucs, il m'a donné de me laver avec. Lui-même, il m'a frotté tout le corps avec le haricot sauvage. Tu connais comment le truc là chauffe, comment ça te touche au champ, ça grattait, j'étais là sec comme quoi. Il m'a dit ça te gratte, j'ai dit oui, il me dit pourquoi tu ne t'agites pas, j'ai dit non, c'est le remède. Il a travaillé comme ça, DMG, voilà 2 jours après, je retourne, le même jour que j'arrive à Yaoundé. Le soir, je sors de mon chantier, je rentre de mon chantier, je croise cette femme, la mère de mon ami Paul, face à face. Elle venait comme ça, face à moi, j'allais face à elle. Elle m'a laissé la grande route. Elle est entrée marcher dans la rigole. Dans la rigole, je précise encore bien dans la rigole. Elle est passée à la maison, elle a fait fuir son fils du quartier. Son fils a fait presque 4 mois avant d'apparaître encore au quartier. L'histoire a chauffé au quartier. Et finalement, j'ai appris qu'ils ont vendu la maison, ils ont quitté le quartier. Vous voyez donc, c'est que je vais, jusqu'aujourd'hui, j'ai décidé plus d'amis. Quand on se voit en route, bonjour, bonsoir, c'est tout. Si je peux te porter conseil, je te porte conseil. Si tu peux porter conseil, dès que tu portes conseil, je juge si c'est bon. Je mets en pratique, si c'est pas bon, je passe. Mais dis, les amis de la maison, qu'on marche, on monte, on boit, on descend. Non, je ne suis plus là. Et je tiens aussi à dire à mes frères que bon, ce n'est pas vraiment tout le monde que vous riez forcément, que vous êtes, que tu dis mon ami, que vous avez le même cœur. Le cœur que tu as n'est pas le même cœur que lui, il a envers toi.
Mais range-toi toujours à faire du bien. Rends-toi toujours à faire ce qui est serviable. Peu importe ce qu'il fait, ne le remets pas par le mal. Évite dans ta vie de conseiller quelqu'un ce que tu sais que toi-même tu ne pourrais pas faire. Parce que j'ai opté cela depuis tant tout petit. Depuis tant tout petit, j'ai opté cela. Quand je ne peux pas faire, que je te dis je ne peux pas. Quand tu m'expliques que je te dis que je ne peux pas t'aider là-bas, parce que je ne peux pas. Et quand je peux, je le dis. Donc, évitez vraiment, c'est pas avec tout ce qu'on rit, qu'on fait tout, qu'il est forcément le meilleur, qu'il a forcément les mêmes intentions que nous. Ce que quelqu'un peut tirer de leçon là-bas, il peut tirer. Là, je pense que, où j'ai compris que cette histoire était un peu mystique, parce que c'est inadmissible que quand je rentre, elle me voit sur une grande route, elle descend, elle entre, elle marche dans la rigole. Ok, DMG, je te remercie encore une fois de plus pour cette émission que tu as mis sur pied pour nous édifier. Et je ne cesse pas de liker chaque jour, puisque sans te mentir, ton émission est devenue comme, je ne sais pas, je le suis à toute minute. Chaque jour, je me réveille, c'est mon réveil. Après ma prière, c'est lui. Et tous les travaux que je fais, parce que je fais dans la restauration, tout ce que je fais, j'ai des écouteurs à l'écoute de tes histoires, les épisodes précédents, de ce qu'on publie chaque jour, et etc. Ok, DMG, beaucoup de courage, que Dieu vous donne longue vie et plus, qu'il puisse vous conduire et vous remplir de sa bénédiction afin que vous apportez le meilleur à la communauté. Bonne soirée à tous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao, ciao.